Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc exceptionnellement à nouveau en ce lundi 9 octobre, exceptionnellement en effet, car comme vous savez, j'ai eu quelques jours de congé, quelques jours d'absence. Donc c'est la raison pour laquelle ce point de marché qui habituellement a lieu le mardi, jeudi et vendredi a été décalé donc du lundi au mercredi. Tout rentrera dans l'ordre dès la semaine prochaine. Alors, on va parler de certaines stratégies, notamment sur le Forex. Je rappelle qu'il s'agit aujourd'hui d'un jour férié aux États-Unis, donc on parlera un peu plus des bourses européennes et du Forex. Alors, avant tout, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas également donc, à vous servir du chat déjà pour me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien et également tout simplement pour m'indiquer vos questions et toutes vos interrogations, le cas échéant. Alors merci d'ailleurs à Luc qui me confirme donc que son image fonctionne bien et bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement et on va passer au marché et notamment à l'euro-dollar. Alors, petite statistique aujourd'hui, comme j'expliquais, il s'agit d'un jour férié aux États-Unis, Columbus Day. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une faible, très faible volatilité sur les marchés, mais tout de même des configurations intéressantes, notamment d'une part sur l'euro-dollar, mais également sur le cours de l'once d'or, sur lequel on parlera dans un instant. Alors, l'euro-dollar qui a tenu tant bien que mal cette zone de support située entre les 1,17, 1,1690 et ce support à 1,1727, qui est un niveau de support donc euh, qui est mis en évidence par l'analyse technique depuis de nombreuses semaines, qui joue d'ailleurs un rôle de support depuis la fin du mois de juillet. On entame même la fin du mois de juin, pardon. Non, c'est ça, c'est bien ça, la fin du mois de juillet, donc début août. Donc, ce qui montre l'importance de ce support à 1,1727. On voit que le marché a été chercher les 1,17 vendredi en amont du NFP pour clôturer finalement dans le vert. Je rappelle que le rapport NFP a été finalement décevant puisqu'il y a eu une destruction d'emplois au mois de septembre, donc le mois dernier. Mais toutefois, à noter la baisse du taux de chômage à 4,2%. Et surtout, c'est un élément important, on ne le dit peut-être pas assez, la hausse des salaires qui a nettement vaincu les attentes du consensus puisque les salaires américains ont progressé le mois dernier de 2,9% et c'est largement supérieur donc aux 2,6% attendus par les analystes. Alors techniquement, ça nous donne une configuration intéressante. Pourquoi? Car un marteau a pris forme. Alors certes, techniquement, selon l'analyse graphique, il ne s'agit pas proprement dit d'un marteau, car le marteau est généralement une bougie un peu plus longue, avec un corps donc un peu plus long notamment. Mais en tout cas, dans l'esprit, on sent qu'il y a eu un retournement de marché, faible retournement, mais retournement tout de même, comme le montre cette mèche inférieure de la bougie du vendredi 6 octobre, jour de NFP. Donc, bougie qui ressemble fortement à un marteau, le marteau, je rappelle, qui est une bougie de retournement sur une zone de support précitée. Cela nous donne, en tout cas me donne, un sentiment haussier à court terme sur l'euro-dollar. Donc sur ce support, sur cette zone de support 1,17, 1,1727, un retour sous les 1,1825 me paraît envisageable à court terme. Donc voilà, l'euro-dollar pourrait d'ailleurs profiter de cette faible volatilité en début de semaine. Je rappelle que la volatilité pourrait accélérer tout au long de la semaine, puisque d'une part, il y aura mercredi la parution du compte-rendu des minutes de la Fed, du dernier FOMC, donc les minutes du dernier FOMC. Et il y aura également vendredi, donc la publication du taux d'inflation aux États-Unis. Et bien sûr, jeudi, ce sera peut-être l'événement macroéconomique le plus important de la semaine. Il s'agit d'une intervention de Mario Draghi à Washington, aux États-Unis.
Voilà, donc configuration, selon moi, haussière pour l'euro-dollar. En tout cas, stratégie haussière, et on remarque peut-être même en début de divergence haussière. En tout cas, une contradiction haussière entre prix et momentum qui pourrait être favorable au cours de l'euro-dollar. Alors, on va passer à d'autres actifs, notamment l'USD CAD, pour lequel la configuration me semble également très intéressante. Ensuite, je passerai donc aux bourses européennes et au cours de l'once d'or. USD CAD, c'est ce support que j'ai montré à de nombreuses reprises. Ce support monthly en données mensuelles, donc à 1,2414 qui soutient le marché, suite à ce double doji. Doji pierre tombale, suivi d'un doji libellule. Je rappelle que le doji est une figure d'indécision, et donc potentiellement indiquant la fin de la tendance en cours. La tendance est bien sûr baissière, comme le montrent les 4 dernières bougies, 4-5 dernières bougies sur l'USD CAD. Donc un doji, qui est une figure d'indécision sur support, prend plus de poids. Et d'ailleurs, on voit qu'en ce début de mois, dans la première partie du mois d'octobre, le marché USD CAD tente également donc de rebondir. Alors, à court terme, du moins à moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, en données mensuelles, pardonnez-moi, un retour sous les 1,2780 me semble probable. 1,2780 qui est un ancien niveau de résistance qui pourrait donc de nouveau tout simplement attirer le marché USD CAD. 1,2780 donc à moyen terme sur le marché USD CAD. Un mot sur l'USD Yen, ensuite promis, je passerai aux indices européens. L'USD Yen perd à suivre à court terme. Pourquoi? Car la nuit prochaine, donc vers les coups de 2h30 heure française, il y aura Ayuriko Kuroda, qui est le gouverneur de la Banque du Japon, qui tiendra une intervention et donc qui pourrait faire bouger le taux de change USD Yen à la veille donc de l'apparition des minutes de la Fed. Alors l'USD Yen qui reste bien orienté, on sent toutefois un ralentissement du momentum. Attention à ce doji hebdomadaire effectué la semaine passée. Attention donc à un éventuel arrêt de cette impulsion haussière. Toutefois, je considère que ma stratégie haussière pour viser les 114,50 n'est pas encore achevée. Je pense que l'USDN a un potentiel pour rejoindre la partie supérieure de ce range de près de 6 mois, 6-7 mois, mais cela pourrait prendre plus de temps que prévu. Comme je l'expliquais, comme je l'indiquais il y a un instant, le momentum ralentit, l'indicateur RSI fléchit, mais l'USDN se maintient à l'intérieur donc de ce trading range, et donc je maintiens à moyen terme ma stratégie haussière. Alors, d'où l'importance de surveiller les seuils techniques, car vous le voyez, hein, ce seuil à 112 534 yens a été tracé, il me semble, la semaine passée, et ce seuil joue un rôle de support après avoir joué un rôle de résistance. Donc, seuil de changement de polarité intéressant en données journalières, qui pourrait donc soutenir le taux de change USD-Yen malgré cette shooting star apparue vendredi suite à la publication du rapport NFP. Shooting star, mais comme on le voit, le contexte sur la dizaine de bougies précédentes est plutôt latéral. Donc finalement, peu d'incidence pour le moment, mais c'est surtout donc, comme vous le voyez, cette zone entre les 112,53 et les 112,33 yens qui soutient pour le moment le marché. Attention à la volatilité donc la nuit prochaine. Voilà donc pour ces paires, pour ces quelques paires majeures. C'est vrai que je n'ai pas évoqué toutes les autres paires majeures, mais on va plutôt s'attarder aujourd'hui sur les indices européens car il y a des configurations intéressantes et notamment sur le DAX. Le DAX qui effectue un nouveau plus haut. Alors, plusieurs choses à dire sur le DAX. Techniquement et simplement selon l'analyse graphique du prix, clairement le potentiel paraît haussier avec notamment cette clôture hebdomadaire au-dessus de cette résistance à 12 872 points. Donc franchissement de résistance même quasiment de ce point haut du mois de juin dernier, 12 954. Donc non, pas forcément, mais quasiment. Voilà, quasiment au point près. Donc en effet, il y a une cassure, mais
très marginale, très faible cassure de ce point haut de la séance de la semaine du 19 juin dernier. Donc le potentiel est bien sûr haussier selon l'évolution des prix du DAX, selon l'évolution du cours du DAX. Toutefois, attention à cette contradiction entre prix et momentum. Alors certes, il ne s'agit pas d'une divergence baissière à proprement dite, car le RSI est repassé sous le seuil 50 entre-temps, mais toutefois, il y a une contradiction à surveiller. Il y a une contradiction à surveiller. Donc à court terme, en effet, selon ce graphique, le potentiel paraît bien sûr haussier, mais attention toutefois à un éventuel repli technique du marché. Donc voilà pour les divergences que j'ai tracées devant vous. J'affine en données journalières le DAX. Voilà. En données journalières, en effet, le marché paraît bien sûr également bien orienté. Alors je supprime quelques tracés pour que ce graphique soit plus clair. Alors en effet, le marché reste bien orienté, puisque vous le voyez, pour le coup en données journalières, il n'y a pas de divergence. Au contraire, le RSI qui se maintient en zone surachat, signe d'un marché haussier, et donc ma stratégie reste haussière pour viser à court terme les 13 000 points sur le DAX. Voilà donc pour l'analyse technique de l'indice allemand. Le CAC 40 désormais. Alors le CAC 40, légère contradiction entre l'évolution du CAC et du DAX, qui a franchi toutefois ce niveau de résistance à 5355 points, qui tente un pullback, repli technique, plutôt logique. En données hebdomadaires, il n'y a pas de contradiction entre prix et momentum. Et donc, en effet, un pullback sur les 5355 points me paraît envisageable sur le CAC. Et pourquoi pas pour viser à moyen terme un retour sur ce niveau proche des 5480 points. Donc, configuration également intéressante sur le CAC, également en données journalières, car 5355 points est également un niveau de support, seuil d'inversion de polarité même, en données journalières. D'ailleurs, si on affine, on peut ajuster ce niveau de résistance à 5350 points. Ce sera peut-être un peu mieux en données journalières. Comme vous le voyez, le marché donc ce seuil plutôt à 5350 points qui a couvert l'indice parisien au printemps dernier et qui désormais le soutient, comme vous le voyez, avec ce mouvement latéral. Attention également au momentum en données journalières qui tente de passer sous la bande 70, mais pour le moment, le prix, qui reste prioritaire finalement, quand je dis le prix, c'est bien sûr le cours et non pas les indicateurs, est soutenu par un support technique majeur et également intéressant à 5350 points. Donc à court terme, en effet, à court terme, un retour sur les 5340 points me paraît envisageable sur l'indice parisien. Voilà donc pour le CAC. N'hésitez pas à me dire sur le chat ce que vous pensez de ces stratégies. Stratégie plutôt haussière donc sur les indices parisiens. Voilà, Luc donc qui a l'air plutôt finalement satisfait de ces stratégies, de ce que je comprends bien sûr, mon cher Luc, de votre commentaire. N'hésitez pas donc en tout cas à m'indiquer le nom d'un actif si vous souhaitez que je revienne dessus. Il y a peu de volatilité, hein, donc c'est l'occasion de parler peut-être d'actifs un peu plus exotiques. Si vous avez certains actifs donc que vous suivez, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Et bien sûr, si je peux vous aider, ce serait avec plaisir. Alors voilà pour les indices européens. On va passer également sur le cours de l'once d'or, car ce matin, j'ai remarqué une configuration très intéressante. Cours de l'once d'or en données hebdomadaires notamment. En données hebdomadaires, donc après que le marché soit repassé sous cette zone de support située entre les 2295 et les 1295 et 1300 $, le marché a clôturé la semaine passée comment? Sous la forme, on en a parlé tout à l'heure avec l'euro-dollar, sous la forme d'un marteau, et cette fois-ci le marteau a plus l'allure
d'un marteau technique en termes de largeur. Donc c'est la raison pour laquelle à court terme ma stratégie est haussière sur le cours de l'once d'or et je pense qu'un retour sous les 1295 paraît probable sur le cours du métal jaune. Donc voilà, simplement un marteau, bougie technique considérée par l'analyse technique justement de retournement. Et c'est la raison pour laquelle le marché pourrait selon moi atteindre les 1295 puisque nous sommes en données hebdomadaires. Alors en données journalières, en effet, le marché également a rebondi. Après un marteau d'ailleurs également, on retrouve un marteau en données journalières. Donc finalement, c'est plutôt bon signe sur le cours de l'once d'or, bien qu'il y ait un reflux du marché sous les 1281 $, qui est un niveau de résistance, un seuil d'inversion de polarité, donc qui joue pour le moment un rôle de résistance et qui s'explique donc notamment ce repli technique du cours de l'once d'or. Selon moi, le marché pourrait poursuivre son rebond suite à cette bougie hebdomadaire. Alors attention, toutefois en bougie mensuelle, c'est plutôt l'inverse. Certes, il s'agit d'une bougie étroite, donc ce n'est pas une shooting star, mais dites-vous qu'avec une mèche supérieure 2 fois plus haute, nous aurions eu notre shooting star, notre étoile filante, qui est une bougie de retournement baissière. Donc, prudence toutefois sur le cours de l'once d'or, mais regardez en données hebdomadaires, je viens de le remarquer, donc je le remercie. En données hebdomadaires, donc en effet, il y a ce seuil d'inversion de polarité à 1274 $ qui pourrait soutenir le cours de l'once d'or. Voilà, donc court terme plutôt haussier sur le cours du métal jaune, je le répète, donc suite à ce marteau technique qui a pris forme la semaine passée, en fin de semaine passée, donc sur le marché. Alors voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, indice européen et également once d'or. Je passe aux éventuelles questions. Alors voilà, quelques questions viennent d'arriver. D'abord, j'en profite pour remercier Luc pour ses commentaires, c'est gentil. D'ailleurs, je vous invite à faire comme Luc et n'hésitez pas justement à réagir également sur Twitter, @Yohannisar, me dire ce que vous pensez des analyses que je propose durant mes webinaires et également tout au long de la journée sur mon compte Twitter justement, afin de vous faire part de mon sentiment de marché sur différentes classes d'actifs. Alors, question de la part de Marcel. Peut-on avoir votre avis sur le Bitcoin? Bien sûr, mon cher Marcel. Alors, le Bitcoin qui arrive tout de suite. Bitcoin qui a franchi la résistance à 4375 $. Donc, mon scénario aussi prend forme, puisqu'en effet, en données journalières, il s'agissait donc d'un niveau de support de moyen terme. Je pense que les 5000 points paraissent envisageables sur le cours du Bitcoin. Et donc, je maintiens, bien sûr, à moyen terme, ma stratégie haussière sur le cours du Bitcoin. Et à court terme également. Bien qu'il y ait finalement, bien que le marché, a un peu de mal à franchir également cette légère résistance à 4000, en tout cas proche des 4690 $. Je pense que le marché pourrait rejoindre son plus haut historique proche des 5000 $ à 4924 $. Mais à moyen terme, je pense, c'est ma conviction personnelle, bien sûr, qui n'engage que moi, je pense que les 5000 $ pourraient être franchis à court et moyen terme. Voilà, donc aussi pour le cours du Bitcoin. Et les autres questions sur l'euro-yen de la part de Bruno. Alors l'euro-yen qui arrive tout de suite. L'euro-yen d'ailleurs, qui est un actif, une paire que je suis de plus en plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de demandes sur l'euro-yen. L'euro-yen qui a franchi donc la semaine passée cette résistance à 130 yen 77, qui effectue une consolidation en repli technique, mais le marché pourrait tout simplement effectuer un pullback
sur ce niveau, sur cette zone même, située entre les 130,77 et 131,35. Donc je pense que la consolidation n'est pas terminée. Je pense que le marché pourrait de nouveau consolider. Mais on le voit, que ce soit en données journalières ou en données hebdomadaires, voilà, il y a la formation d'un fanion, qui est une figure de continuation. Et donc, à moyen terme, ma conviction est plutôt haussière sur le taux de change euro-yen, malgré finalement la faiblesse actuelle que traverse l'euro. Je pense que le yen également conserve des fondamentaux fragiles et l'euro-yen sera également impacté l'année prochaine donc par l'intervention de M. Kuruda, Eriko Kuruda, je répète, qui donc interviendra l'année prochaine et qui donc tiendra une audition. Alors voilà, stratégie plutôt haussière de moyen terme sur l'euro-yen, bien que la consolidation selon moi n'est pas terminée, je le répète. Voilà donc pour cette stratégie, en tout cas pour ma vision de marché, mon cher Bruno. Fred, pour l'euro CHF, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis content que vous réagissiez sur le chat, qui a en effet peu de volatilité, mais finalement des configurations intéressantes. Alors, l'euro CHF, alors c'est simple, hein, comme je l'ai expliqué justement ce matin sur Twitter, je tweetais ce graphique. Alors, certes, il y a une divergence baissière entre prix et RSI en données hebdomadaires, mais ce que je disais tout à l'heure, il faut avant tout, avant de regarder les divergences, regarder ce que nous dit le marché. Et le marché nous indique un support à 1,1350 francs suisses. Donc sur support, ma stratégie me paraît haussière. Pour viser tout simplement son point haut post-suppression du taux plancher BNS de janvier 2015 à 1,1623. Alors bien sûr, entrer tout de suite en position ne permettrait pas de gérer son risque, puisque finalement le ratio R3 serait soit égal, soit inférieur à 1 pour 1. Mais toutefois, je pense que le marché pourrait, dans un premier temps, se stabiliser dans un mouvement latéral. En tout cas, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, toute stratégie baissière est selon moi exclue, tant bien sûr qu'il n'y a pas de cassure de ce support à 1,1350. D'ailleurs, ce n'est pas de moi, c'est simplement l'analyse technique qui indique en effet que le marché soit soutenu par ce niveau de support. Et d'ailleurs, regardez un données journalière, le marché tient cette droite de tendance haussière. Il la tient tant bien que mal. Et donc ça, c'est parfait. Et c'est typiquement le genre de graphique que je vais poster dans quelques minutes sur Twitter, @yoavnizar. Alors voilà mon cher Fred, et merci encore mon cher Luc pour tous ces messages. C'est un agréable message sur le chat. Alors je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, et de rien mon cher Fred, plus d'autres questions. Alors je le répète, hein, notamment pour les nouveaux d'entre vous à ce webinaire, donc la programmation de mes points de marché sont modifiés. Donc on se retrouve demain et mercredi à 14h30. De toute façon, vous serez informé par email en cas de changement, et également sur Twitter @yoavnizar. Et dès la semaine prochaine, donc on reprendra le rythme traditionnel, tout simplement de point de marché entre mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous pour ce point de marché. Une question vient d'arriver donc de Yassir sur le pétrole. Alors, ce que je vous propose, mon cher Yassir, c'est d'une part retrouver mon analyse pétrole que je viens de mettre en ligne il y a quelques minutes sur le site dailyfx.com/français. Vous connaîtrez donc mon sentiment de marché sur le pétrole. Il est baissier, je vous le dis, avec la cassure des $50. Tout simplement,
Sinon, je vous attends donc demain à 4h30. N'hésitez pas à me relancer sur le cours du pétrole et je serai ravi, bien sûr, de pouvoir vous aider. Sinon, bien sûr, hein, sur Twitter, je réponds à quasiment toutes les sollicitations. Merci à toutes et à tous. C'était Joe Avinzar pour DailyFX France. À demain à 14h30. Au revoir.